Alors, j'ai le plaisir de présenter Anne Reverso, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université de Louvain, en Belgique. Elle est spécialiste des modernités poétiques, auteure d'une thèse sur les liens entre poésie et photographie. Anne Reverso travaille sur tous les types de rapports entre photographie et littérature, esthétique documentaire, livres photos illustrés, portraits d'écrivains. Au sein du groupe MDRN, elle étudie plus spécifiquement les portraits de Gilles et de pays dans l'édition illustrée, au sujet duquel elle a publié 2 collectifs, Portraits de pays illustrés, un genre photo-textuel qui vient de sortir chez Garnier, et avec Susanna Martins, Paper City aux presses universitaires de Leuven, en 2016. Elle a également publié avec Nadja Cohen Petit musée d'histoire littéraire et le dernier numéro de Fabula à l'acheter, un je ne sais quoi de poétique. Elle est aussi responsable de la revue en ligne L'Explorateur littéraire, carnet de visite. Elle s'intéresse par des biais différents donc à la question des résidences d'artistes et d'auteurs et a publié récemment un article sur la résidence comme injonction tacite du portrait de lieu. Donc voilà, je lui laisse le micro pour présenter sa communication autour des résidences. Oui. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce colloque, même si aussi un peu gênée peut-être, parce que j'ai longtemps pensé être à côté de la question de la commémoration et du patrimoine, puisque mon approche en fait est d'envisager la résidence comme une des modalités de l'ancrage littéraire sur un territoire, mais du coup la résidence des écrivains contemporains. Mes questions sont donc comment les écrivains contemporains vivent-ils cette question de l'ancrage et comment les lieux se servent-ils de la résidence pour favoriser l'ancrage littéraire. Pour de nombreux lieux, en effet, la résidence d'écrivains ou d'artistes est devenue l'une des missions des lieux patrimoniaux, jusqu'à même parfois remplacer cette mission, j'imagine qu'on en parlera cet après-midi. Pour éviter la muséalisation, en effet, on rend vivant le patrimoine en adjoignant la création. C'est le cas notamment dans les maisons d'écrivains qui sont aussi des résidences. En France, la Villa Mont-Noir, Marguerite Yourcenar, le Chalet Mauriac, la maison Julien Roy et bien sûr la maison Julien Gracq où nous serons demain. La recherche d'un équilibre est parfois difficile, comme en témoigne l'étude récente de Chantal Dénin-Lallard sur la Villa Mont-Noir, parue dans le collectif dirigé par Carole Bissenius-Pénin sur la résidence d'auteur, qui est parue l'an dernier. Pour l'écrivain, cette fois, la résidence est une des nouvelles formes de l'habitus littéraire, devenant de plus en plus, ou étant ressentie en tout cas de plus en plus, comme une obligation, à l'instar de la lecture publique, de l'atelier d'écriture ou de l'atelier scolaire. La résidence fait donc partie des à-côtés du travail de l'écrivain, étudié et critiqué même parfois avec virulence, entre autres par Yann Battens, mon collègue à l'université de Leuven, dans un livre paru récemment sur la lecture publique qui s'appelle « À voix haute ». Le récent ouvrage de Gisèle Sapiro et Cécile Rabot, Profession écrivain, consacre un chapitre entier à la résidence, phénomène dont les 2 auteurs soulignent la diversité et qui fait partie de ce qu'elles appellent les activités connexes occasionnelles. Elle rappelle dans ce livre à quel point pour l'écrivain la résidence est une des façons de vivre, au sens de gagner sa vie. C'est ainsi une légitimité, une preuve que l'on est écrivain, une reconnaissance tant économique que symbolique. La résidence est alors le lieu d'un échange symbolique, échange qui se situe sur le plan du territoire également. Elles écrivent, donc ces 2 auteurs écrivent par exemple, en échange de l'accueil dans un lieu donné, dans un certain nombre de cas, la création est censée se nourrir du patrimoine propre de ce territoire et donc contribuer à le valoriser. L'ancrage territorial apparaît également de façon plus vague dans la définition que propose la Direction des affaires culturelles en France. La résidence est un merveilleux outil de sensibilisation à l'art contemporain et de prise de conscience de l'identité d'un territoire habité. Vous avez les 2 citations ici. L'ancrage territorial est aussi plus précisément la mission officielle d'un certain type de résidence, appelée les résidences de diffusion territoriale dans la typologie établie par la circulaire de 2006 du ministère de la Culture et de la Communication, qui distingue les résidences de création et d'expérimentation, les résidences de diffusion territoriale et les résidences associations où l'auteur intervient dans un établissement dans lequel il n'habite pas. Je n'ai pas repris la typologie ici. Du point de vue des écrivains, auxquels je reviens, dont Yann Dissé s'est fait le porte-parole efficace dans un guide à destination des institutions qui veulent créer leur résidence, c'est un guide qui est paru en 2012.
L'ancrage territorial est aussi un élément essentiel de toute expérience de la résidence, donc cette fois-ci du point de vue de l'écrivain. Il a notamment décrit, donc dans ce guide, en des termes très clairs, le paradoxe spatial de la résidence, et je crois que ce texte mérite d'être cité assez longuement dans le cadre de cette journée. Il explique donc qu'il y a un paradoxe, parce que la résidence est à la fois présence sur un territoire, en immersion, et déplacement, déterritorialisation, dépaysement. Il explique ainsi, je le cite, « Résider implique un ancrage et une inscription territoriale de l'auteur, du travail de création. Le rapport au territoire et l'immersion peuvent être renforcés ou contraints par une commande de texte ou un projet culturel. Le territoire peut également être un déclencheur pour l'écriture et une source importante d'information et de documentation. Et de l'autre côté, la pratique résidentielle implique également la notion de déterritorialisation. Le déplacement géographique de l'auteur crée un dépaysement qui peut favoriser et stimuler la création, mais qui peut aussi s'avérer déstabilisant. Cette question de l'ancrage dans la résidence d'écrivain soulève en fait de nombreuses questions, dont cette question massive, pourquoi être ici ou là conduirait-il l'écrivain à dire quelque chose du lieu ? En effet, j'emprunte cet exemple à l'historien Gilles Bertrand. Choderlos de Laclos, par exemple, a passé de très belles années en Italie, sans jamais rien en dire, ni dans ses œuvres fictionnelles, ni dans sa correspondance. Ce que l'écrivain dit du lieu qu'il fréquente n'est pas garanti, loin de là, pouvoir être utilisé dans une stratégie de développement local. Qu'on pense par exemple, c'est évidemment un exemple a fortiori, mais aux charges de Baudelaire sur la Belgique, ou plus récemment aux violentes polémiques autour de Pierre Jourde en Auvergne. Donc voici en gros les questions que je voulais soulever pour commencer, avant de développer le propos à partir de plusieurs exemples, notamment 3 cas qui sont rejoints par d'autres témoignages que j'ai glanés soit de première main en interview, soit de deuxième main dans diverses lectures, car ça fait en fait 10 ans maintenant que je m'intéresse à la question de la résidence dans le cadre d'un film documentaire qui est resté au stade de développement, d'un projet de livre plus personnel sur la question et plus récemment aussi dans des approches académiques. Donc aujourd'hui, en fait, je vais m'appuyer sur les expériences de résidence de François Bon, que vous connaissez certainement, éditeur, écrivain, agitateur bien connu des milieux littéraires connectés et spécialiste, pourrait-on dire aujourd'hui, de l'atelier d'écriture. Mon deuxième cas sera celui de Chantal Neveu, poétesse québécoise moins connue, qui a beaucoup travaillé en résidence et qui est actuellement en résidence à la Maison de la Poésie de Nantes en partenariat avec le service culture, qui va faire une masterclass ce week-end, à laquelle vous participerez peut-être. Qui m'a beaucoup intéressée parce qu'elle aborde de façon originale cette question de l'ancrage. Et mon troisième exemple sera celui de Dimitri Vazemski, qui est un écrivain, un éditeur et un artiste lillois dont l'activité principale consiste en l'installation de mots faits de lettres rouges dans le paysage et qui est particulièrement sensible dans sa réflexion à la notion d'ancrage. Dernière remarque introductive avant d'en venir aux auteurs eux-mêmes, j'ai repris le terme de greffe à François Bon, qu'il emploie beaucoup, souvent de façon très concrète. Il parle notamment de la façon dont on se greffe dans un lieu par l'ordinateur. Donc à l'époque des câbles Ethernet, dans la façon dont on plug son câble Ethernet, mais également par le Wi-Fi, qui est une forme de greffe. Donc il emploie vraiment, lors de diverses expériences, sans vraiment le conceptualiser comme métaphore de la résidence, ce que j'aimerais faire ici. Mais j'aurais pu aussi utiliser dans mon titre le verbe métaboliser, qu'a employé Chantal Neveu pour parler justement de son rapport à la résidence et de son rapport à l'ancrage. Donc, selon lequel l'écrivain va métaboliser le lieu où il se trouve. Donc ces termes de greffe et de métaboliser, vous le voyez, disent de façon très physique, de façon biologique, en fait, le rapport au territoire de la résidence. Alors après, ces longs prolégomènes qui sont nécessaires, je crois, pour bien poser la question de la résidence dans le cadre de cette réflexion collective. J'en viens à ce qui est donc plus concrètement l'ancrage territorial pour les écrivains en résidence, selon ces 3 axes, donc la contrainte de l'ancrage, l'expérience de l'ancrage et l'ancrage comme relation, en donnant largement la parole aux écrivains. Et ces trois temps, en fait, correspondent même aux 3 temps de la résidence. L'amont de la résidence, l'expérience de la résidence et l'aval de la résidence. Alors, lorsqu'ils parlent de leur résidence, les écrivains, comme les artistes visuels d'ailleurs, évoquent souvent le risque d'instrumentalisation au service de la valorisation d'un lieu ou d'une commune. Et ils s'opposent même parfois au rôle qu'on voudrait leur faire jouer. Ce rôle étant accepté plus facilement si la commande est explicitée par le lieu qui l'accueille. Ce qui ne veut pas dire que les écrivains sont opposés à l'immersion et à l'inscription dans un territoire donné. Un des mots-clés des résidences d'artistes et d'écrivains est d'ailleurs l'intervention, ce qui est donc l'investissement, investir un lieu et intervenir dans un lieu, qui sont vraiment 2 verbes qui sont
devenue un petit peu la novlangue, disons, du dossier de candidature en résidence, mais qui disent bien l'action qu'on attend d'un écrivain sur un territoire. Pour l'écrivain et pour l'institution, l'injonction de la valorisation d'un lieu ne renvoie pas toujours à la même chose. Il y a en fait un espèce de négociation, un espèce de jeu entre écrivain et institution d'accueil, entre deux logiques qui se rencontrent dans l'espace de la résidence. Alors je passe vite sur ce point parce que j'ai déjà écrit, donc, comme Aurélie le rappelait, sur l'injonction, sur ce que j'ai appelé l'injonction tacite du portrait de lieu lorsqu'on est invité en résidence. L'ancrage apparaît en fait comme une justification nécessaire pour les écrivains. C'est l'argument majeur pour obtenir une résidence. En ce sens, il devient une contrainte. Chantal Neveu me disait par exemple, on est presque obligé de faire valoir l'ancrage du topos. Et elle a témoigné, lorsque je l'ai interrogée à ce propos, comme beaucoup d'autres artistes et écrivains, qu'il est parfois difficile de trouver quelque chose qui colle avec le lieu, qui justifie que je veuille aller là-bas. Et elle me donnait l'exemple du Conseil des Arts du Québec à Londres, lieu où elle rêvait de se rendre depuis des années, mais qu'elle attendait d'avoir, pour lequel elle attendait de développer un argument topographique en rapport avec le lieu. Mais cette contrainte n'est pas forcément négative, elle est même un moteur, une contrainte créative chez François Bon et surtout chez Dimitri Wazemski qui travaille justement en saisissant les opportunités, en rebondissant sur des anniversaires patrimoniaux, sur des invitations, sur des occasions parfois très triviales, des rencontres professionnelles par exemple. Et le projet, un des meilleurs exemples de cette contrainte créative, c'est l'invitation faite par Mons 2015 de faire quelque chose autour du Caillou qui bique, le lieu de prédilection de Verhaeren. Et donc, suite à cette opportunité, donc, il a monté tout un projet qui s'appelle Émile sur paysage, qui comprend un site internet, un livre que je vais vous faire passer, une série de photographies, des installations de mots dans le paysage lui-même, donc 3 mots, dit, écrire et entendez. Je crois que c'est entendez. Et donc également une application géolocalisée avec des lectures de Verhaeren. Donc il y a eu simplement 2 voix, 2 enregistrements de sa voix, donc qui sont déclenchés quand vous vous approchez du lieu dit. Donc je vais vous faire passer les livres dont je parle. C'est ces 3-là qu'il faut faire passer. Merci. Alors voici comment Dimitri Wazemski m'a décrit sa relation à la contrainte de l'ancrage dans ce projet lorsque je l'ai interrogé sur le sujet. Et grandi en Flandre, le rapport avec Émile est terrien. Il parle, est présent dans cette platitude. Ancré. Il initie comme un dialogue avec le paysage, ce paysage flamand qui est si plat, si silencieux. L'intervention sur le Caillou qui bique visait à réinjecter de la présence d'Émile sur site. Un circuit de pierre gravée avec citations sélectionnées dans les années 50 fut nettoyé. Lettres redorées, moi j'arrive en artiste-écrivain sur paysage avec un projet global et éclaté. Et ensuite il décrit plus précisément le projet. L'ancrage est donc essentiel au stade de la préparation de la résidence en amont, ce qui m'amène à mon deuxième point, donc sur l'ancrage dans l'expérience, dans son temps vécu. Je vous remets le plan pour que ça soit plus clair. Alors la grande diversité des expériences de l'ancrage en résidence tient bien sûr à la grande diversité des lieux. Vous en êtes bien conscient, entre ceux qui se présentent comme des sortes de monastères créatifs, de parenthèses méditatives, à ceux qui, en général plus urbains, entendent placer l'écrivain au centre d'un tourbillon de gens et d'événements pour stimuler sa créativité. Il faut ajouter à cela que les écrivains ont des rapports au territoire de la résidence très différents entre ceux qui vont se concentrer et ceux qui vont s'éparpiller, ceux qui vont explorer en tous sens. La Villa Elbosch, qui est une résidence en Flandre, tout près de Bruxelles, oui, c'est ici, fait partie, donc, qui est gérée par la librairie trilingue Passaporta, fait partie de ces lieux qui favorisent le calme, le resserrement sur soi, et qui se perçoit clairement dans les traces que le lieu a laissées dans le recueil poétique de Chantal Neveu, La vie radieuse, qu'elle a en partie écrit là-bas. Donc là, je vous ai mis la couverture et une des pages où apparaît le lieu à travers de courtes notations. Donc là, ici, c'est la description d'un intérieur humide, d'un long couloir, le miroir, le piano, l'alcôve, à l'étage de la maison de la résidence. D'autres écrivains, passés par la Villa Elbosch, témoignent en ce sens, et c'est ce qui est retenu par l'institution pour sa communication, ça c'est très intéressant, comme en témoignent ces captures d'écran que j'ai choisies parmi de nombreux témoignages du même type. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, non. Le premier témoignage dit, un témoignage de Louise Welsh, I think this place will keep working on me even when I'm back in waning Glasgow. Et le deuxième témoignage est celui d'Abdallah Zrika, Je crois beaucoup au lieu. Quand on change de lieu, on change de tout. Pensée, émotion, habitude.
Chaque lieu peut ouvrir un autre horizon, une autre dimension des choses. Je garde un très bon souvenir de cette résidence, je suis sûre que ça va sortir dans d'autres textes. Là aussi un terme physique, le terme de sortir qu'on peut ajouter à la liste de la greffe et du verbe métaboliser. Communication ici bien différente de celle de l'autre résidence du Passaporta qui est située cette fois dans le centre de Bruxelles. Les textes qui sont demandés aux résidents qui résident en ville, puisque ça fait partie de la contrainte en fait de cette résidence, les écrivains invités doivent écrire un texte sur leur rapport au lieu, donc sur leur expérience de la résidence ou sur leur rapport à Bruxelles, et ces textes ont été compilés par exemple en 2010 de façon à mettre en avant aussi le bouillonnement urbain et le cosmopolitisme de Bruxelles, et je crois que là ça apparaît bien sur la couverture que je vous ai reproduite. L'ancrage en résidence prend ainsi la forme d'un ancrage géographique, parfois quasi cartographique, ce qui peut être vu comme une forme de description radicalisée. Dans le tiers-livre, François Bon insiste à plusieurs reprises sur ce rapport et explore minutieusement, lorsqu'il est invité chaque semaine à Cergy, la ville, l'université, ses couloirs, ses caves et sa chambre d'hôtel. Je suis également surprise de la récurrence du motif du GPS, et je crois qu'on pourrait peut-être voir même un sous-genre et ajouter ce sous-genre à la liste que dressait Mathilde en introduction, la liste des sous-genres inscrivant le rapport au lieu. Donc motif du GPS dans les récits de résidence d'auteurs, par exemple dans ce même recueil, donc dans La vie radieuse de Chantal Neveu, ce qui est très surprenant compte tenu de son écriture. Vous trouvez, page 153, direction sud-ouest, GPS, Voleux-et-le, une droite, diagonale, chaussée de Ninove, perpendiculaire, 50 km/h, syntaxe routière prosaïque. Et dans un volume que je vous ai fait passer de la collection de l'Escale des lettres, qui est un retour de résidence dans le Nord, donc une collection que j'ai étudiée en détail pour mon précédent travail sur les résidences, on trouve même un récit dans lequel le GPS est le personnage principal, qui s'appelle Catherine, et qui devient l'héroïne d'un road trip d'exploration littéraire du territoire du nord de la France. Ce type de rapport, donc c'est cet exemple-là, donc ça s'appelle Catherine, et c'est le principe de ces petits livres, donc c'est que les deux résidents, il y a toujours deux auteurs qui sont en résidence en même temps, qui traversent en fait le territoire et qui publient ensemble un double retour de résidence. Ce type de rapport au lieu est typique des résidences itinérantes, donc où il s'agit moins de s'ancrer pour écrire que de traverser un territoire. C'est donc un ancrage très différent, pour lequel il y a tout de même un rapport au lieu qui va dans le sens de l'habiter, du lien concret à un territoire, qui s'oppose à une autre tendance actuelle des résidences, la résidence déterritorialisée, et notamment la résidence d'écrivains numériques. Mais l'ancrage de l'écrivain en résidence n'est pas que géographique, les expériences des auteurs font apparaître d'autres types d'ancrage territorial. Par exemple, un ancrage à une figure patrimoniale. On a entrevu tout à l'heure avec la figure de Verhaeren, lorsque l'écrivain se place sous le patronage d'un écrivain, et qu'à leur résidence devient aussi valorisation, réactivation du patrimoine culturel, voire palimpseste. C'est ce qu'a fait donc Dimitri Vazemski au sujet de Verhaeren, ou de façon plus anecdotique, plus récemment avec Victor Hugo, donc en écrivant Ce que dit la bouche d'ombre à l'entrée des grottes de Menton. Donc c'était le mois dernier. Un autre type d'ancrage de l'écrivain en résidence joue sur de l'humain et du culturel, mais cette fois au niveau linguistique. C'est la méthode principale de Chantal Neveu, qu'elle appelle le scriptage. C'est en fait un genre de cinéma direct, de prise de notes en direct auquel elle procède lorsqu'elle est invitée dans un lieu. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en résidence, dont la résidence est véritablement au centre du processus créatif. Elle travaille en fait comme une monteuse de film, et donc les petits papiers que vous voyez à terre sont justement les propos qu'elle a écrits, qu'elle a enregistrés, si vous voulez, par l'écrit, et qu'elle monte donc comme on montrait des images d'un film. Et donc ces recueils sont composés en grande majorité par cette méthode. C'est donc ce qu'elle a appelé avec moi l'ancrage linguistique de la résidence, qui joue d'autant plus qu'on ne saisit pas la langue. Elle me racontait par exemple qu'une résidence en Finlande avait très bien marché, où elle avait réussi à avoir un sentiment d'immersion très fort, puisque justement elle ne comprenait rien à la langue. Chantal Neveu insiste également beaucoup sur ce qu'elle appelle l'ancrage humain des résidences, la qualité de l'accueil, la population que l'on est amené à rencontrer, sans pour autant que cette population soit autochtone. Elle insiste beaucoup sur les liens qui se nouent entre les résidents qui sont réunis dans un même lieu, et elle estime donc qu'elle était très heureuse de son expérience à la Villa Elbosch, qui n'accueillait que 3 personnes à la fois, et pour elle c'est le bon nombre. 3 écrivains mis ensemble, voilà, c'est ce qui marche.
L'ancrage territorial est en effet, explique-t-elle, lié au contexte humain en résidence, les autres résidents, mais aussi les encadrants, les accueillants. Et elle a beaucoup insisté en entretien sur le sens plein à donner au geste d'accueil, même en allant jusqu'à définir la résidence par ce geste d'accueil. François Bon, lui aussi, raconte l'importance des rencontres en résidence et poursuit sur ce terrain de l'expérience collective. C'est dans ce contexte notamment qu'il utilise le terme de greffe dans une note de 2009 sur sa résidence à Bagnolet, à la médiathèque de Bagnolet. C'est la deuxième citation. Je suis passée vite sur la première en vous résumant, disons, le propos de Chantal Neveu. On aurait donc inventé à la médiathèque de Bagnolet une écriture interactive non virtuelle. C'est la diversité de ces expériences qui compte et la façon dont chacune se greffe à la façon de travailler intime ou profonde de l'auteur invité, sa relation à l'espace, au lieu, au temps. Donc François Bon, mais d'autres écrivains aussi, aiment à revenir sur leurs nombreuses expériences de résidence et proposent des réflexions sur l'ancrage, sur sa nature et ses enjeux, qui peuvent être intéressantes dans le cadre de cette journée d'études. Ce qui m'amène donc à mon troisième point que je vais traiter sans doute plus rapidement, sur l'aval de l'expérience des résidences, sur l'après de la résidence. Des réflexions d'écrivains sur le rapport à la résidence, sur le rapport de la résidence au lieu, il ressort souvent qu'il y a un rapport à l'espace qui a besoin de temps. C'est même une de ses spécificités par rapport aux artistes visuels ou aux artistes du spectacle vivant. Il faut, me disait Chantal Neveu, faire confiance que ça se métabolise. Façon de dire qu'un lieu, une institution, devrait parier sur le temps long pour qu'un écrivain dise quelque chose ou fasse quelque chose d'un territoire. Le terme de confiance ici me semble particulièrement intéressant. Elle ajoute, quand on va quelque part, on est déjà au milieu de quelque chose. Il y a des choses en cours, des superpositions. Il est romantique et naïf de penser qu'on arrive quelque part vierge, ce n'est pas réaliste. On est porteur d'autres lieux puisque, selon sa très belle expression, en allant en résidence, on déplace son chantier d'écriture. Son expérience interroge aussi la spécificité donc, de l'ancrage pour un écrivain. Qu'est-ce que s'ancrer dans un lieu pour créer par rapport à la façon dont un photographe va s'ancrer, qui a donc un rapport déictique au lieu et dont le lieu va se voir de façon indicielle dans les photographies qu'il va produire. Donc, quelle spécificité de l'ancrage littéraire qu'en est-il du poète par rapport au romancier ? Est-ce que l'ancrage peut être autre chose qu'un rapport documentaire, référentiel ou déictique, même si bien sûr un romancier ne se résume pas à ça. À ces questions, donc, Chantal Neveu répond qu'il y a justement beaucoup de manières de métaboliser et que le lieu, et que ces manières donc sont parfois moins précises, moins repérables que la description, mais tout aussi existantes et tout aussi fortes, et demandent donc du temps. Une autre notion liée à ce nécessaire temps long de la résidence d'auteur, qui ressort des réflexions des écrivains sur cette question de l'ancrage, est la notion de relation. C'est en effet une question à aborder par ces deux faces, ce qu'apporte le territoire à un écrivain, ce qu'apporte l'écrivain à un territoire. Et les auteurs de profession écrivains que je citais au début rappellent bien sûr qu'une des définitions de la résidence est que écrivain et institution élaborent ensemble un projet dont ils sont tous les deux les bénéficiaires. Donc la relation est aussi une des définitions possibles de la résidence. Cette question de la relation est au cœur des réflexions de François Bon sur la résidence. Il développe notamment dans un post de blog en 2010 qui s'appelle « De quelques paradoxes sur les résidences d'écriture » qui là aussi mérite, je crois, d'être cité largement. Cette question de la relation fait en fait que les résidences sont dans des lieux qui socialisent la littérature ou l'écriture. Ça, c'est très important puisqu'il explique que c'est cette relation, c'est cette double attente qui explique qu'on n'arrive pas à implanter des résidences d'écrivains dans les bureaux ou les usines, voire les hypermarchés ou les chantiers, alors que tant d'écrivains aimeraient pouvoir écrire dans un supermarché, justement. Ce serait donc un rêve pour tant d'entre nous, écrit-il. Mais puisque la résidence est relation, il faut justement qu'il y ait un retour du côté de l'institution. Il poursuit. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vous laisse lire le début de sa citation qui est savoureuse sur son expérience à Bagnolet pour aller directement à la fin de la citation. Donc il poursuit. Quand je dis que j'ai besoin de cette ouverture au monde, c'est qu'elle m'est nécessaire. Ce n'est pas essentiellement pour la décrire. C'est parce que l'accès à la totalité monde qui m'entoure suppose l'expérience de ce monde. Et dans cette expérience qu'elle produise elle-même ses énonciations.
Et ce qui nous intéresse plus directement, ce que je requiers d'une résidence, c'est comment ce que nous construisons en amont va interférer avec ce territoire où l'écriture, elle, ne surgira pas depuis une détermination, mais ce saut dans l'inconnu. Donc probablement, mais depuis ce saut dans l'inconnu pour clarifier la syntaxe. Le rapport au lieu de la résidence n'est donc pas toujours un rapport de référence, c'est souvent un rapport plus complexe, plus problématique, qui est un rapport donc d'interférence. Chantal Neveu va tout à fait dans ce sens lorsqu'elle réfléchit au phénomène de la résidence d'auteur et qu'elle me dit, alors bien sûr, il faut ici noter la différence de statut des trois types d'exemples que je vous donne. Ici, il s'agit d'un entretien téléphonique que j'ai fait avec Chantal Neveu. C'est un entretien par email avec Dimitri Vazemski et bien sûr, les citations de François Bon sont publiques, elles proviennent de son blog. Donc on n'est pas dans la même nature d'écriture. Quand je dis que j'ai besoin... quand il y a un écrivain quelque part, c'est pas fort, pas flamboyant comme action, c'est quelque chose de plus invisible. S'il y a une présence réitérée, cela valorise le lieu d'une certaine façon. Le lieu, mais aussi les gens, les accueillants. Le fait que je prenne tout en note, par exemple, cela conscientise les gens, leur présence, l'acte d'accueil. C'est une façon de leur montrer que ce qu'ils font est important. Donc une façon de mettre en avant le dispositif même de la résidence par ce qu'elle appelle le scriptage. En résidence, elle me dit aussi, l'écrivain est une posture incarnée, c'est-à-dire une relation. La résidence est bonne pour l'écrivain, mais c'est aussi une dynamique pour le lieu qui l'accueille. Alors ce rôle des résidences est bien connu dans le cas des lieux dits difficiles, dans lesquels on espère que les écrivains greffés sur le territoire vont aider à transformer l'image de la ville ou du lieu. C'est bien connu notamment dans les grandes manifestations qui constituent les capitales de la culture, donc à Lille, à Mons ou à Clermont-Ferrand, pour donner des exemples de territoires à valoriser, dont l'image mérite d'être améliorée. Donc bien connu dans le cas des arts du spectacle ou des arts plastiques, ce rapport entre amélioration de l'image et résidence. En fait, au-delà des résidences d'écrivains, toutes les résidences en fait, font jouer une relation qui est tournée vers l'avenir, une relation à penser dans le temps. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, je pense que je vais aller directement à ma conclusion. Donc la résidence construit un patrimoine en devenir, un patrimoine vivant, puisque lorsqu'un musée de la photographie, par exemple, invite des photographes, il construit la future image, enfin ce qu'il veut garder des transformations en cours dans la ville en termes patrimoniaux. Je reprends ici des propos tenus par des directeurs de lieux de la photographie en Belgique. Simplement pour élargir et dire que voilà, ces relations dépassent la question de la résidence d'écrivain, mais vont aussi dans la résidence d'artistes et de photographes. Alors je conclus rapidement. Donc dans la tension souvent évoquée entre histoire et modernité, entre patrimoine et création, ce sont les couples d'opposition qui sont donnés par Bruno Racine quand il était directeur de la Villa Médicis, par exemple. Les résidences d'écrivains jouent le rôle d'un trait d'union, d'une réconciliation possible, l'écrivain servant parfois de passeur en s'ancrant temporairement en un territoire entre un patrimoine géographique et culturel et la création la plus contemporaine. Alors une réserve importante toutefois à cette conclusion relativement optimiste, le phénomène de l'ancrage, plus difficile, plus complexe en tout cas dans le cas de l'écrivain que dans l'artiste visuel, c'est ce que j'ai montré, me semble favoriser les écrivains qui sont aussi, ou parallèlement, ou en même temps, des artistes visuels. Me semble favoriser des écrivains qui ont, si vous me permettez, quelque chose à montrer. De même que la contrainte de la lecture publique, comme l'a montré Yann Battens, va favoriser un certain type de poésie. Et l'exemple de Dimitri Vazemski me semble tout à fait révélateur de ce biais. Ces installations littéraires, dont je vous ai montré quelques exemples que vous pouvez voir dans le livre qui circule, sont tout à fait dans l'air du temps, sont parfaitement vendeuses, et en disant cela, je ne l'accuse d'aucune manipulation, puisque j'ai rarement vu un artiste aussi engagé dans ce qu'il faisait, aussi enthousiaste aussi. Avec un brin de provocation, donc je dirais que le bon créneau pour les résidences, comme pour tant d'autres manifestations de ce nouvel habitus de l'écrivain, c'est peut-être de faire quelque chose de littéraire qu'on peut montrer, exposer, spatialiser, transformer en spectacle ou en installation. C'est là un phénomène bien sûr très visible chez Dimitri Vazemski, mais qui existe aussi, à moins forte dose, chez Chantal Neveu. Donc vous voyez ici un des exemples de plaquettes de retour de résidence, qui est donc très visuel. Le travail peut être photographié, peut faire l'objet d'une plaquette sans texte, mais aussi chez François Bon, dont la saturation de l'espace médiatique, ici avec cet exemple du vidéoblog, donc de son vlog, donc de sa chaîne YouTube, donc dans la saturation de l'espace médiatique, a aussi quelque chose de profondément visuel. Je vous remercie.